Venons-en à toi, Benoît Bréville, notre invité d'honneur ce soir, qui est directeur du Monde diplomatique depuis presque 2 ans maintenant. Tu étais auparavant rédacteur en chef depuis 2019, historien de formation. Le Diplo aussi a récemment fêté ses 70 ans, donc ici on dit 70. Autant d'années d'artisanat, de tricotage main d'un journal mensuel, un journal qui refuse, comme tu le disais, de flotter dans la bulle atlantiste, comme tu le dis toi-même. Plus globalement, ma première question c'est celle-là, un journal non aligné, qui est le terme un petit peu de cette discussion ce soir. Concrètement, ça veut dire quoi aujourd'hui? Merci beaucoup de la question, et puis je voudrais commencer par remercier l'association des lecteurs du Courrier de Genève de m'avoir invité ce soir, et plus généralement le Courrier de Genève d'avoir organisé cette soirée et de m'avoir invité à venir ici à l'occasion des 70 ans du journal. Alors qu'est-ce qu'un journal dans la lignée? On avait appelé notre article comme ça avec un collègue, on avait fait il y a 1 an et quelques un article qui reprenait une formule de Claude Julien, qui était l'ancien directeur du journal dans les années 70, qui avait désigné le Monde diplomatique comme son projet éditorial comme le fait de faire du Monde diplomatique un journal non aligné. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Si aujourd'hui on peut définir le Diplo comme ça, quand le journal est né en 1954, il n'avait rien de non aligné. C'était, pour la petite histoire, le journal donc a été créé par Hubert Beuve-Méry, le fondateur du journal Le Monde. Donc Le Monde a été fondé en 1944, et 10 ans plus tard, Hubert Beuve-Méry, avec un collègue journaliste du Monde, qui était d'ailleurs l'ancien consul de Hongrie à Genève, qui ensuite est devenu journaliste, François Honty, eh bien ils ont eu l'idée de créer le Monde diplomatique. Il faut savoir qu'à l'époque, Hubert Beuve-Méry avait comme idée pour Le Monde l'idée que le journal, qu'un bon quotidien était un quotidien qui était relativement mince, où la rédaction devait faire un choix d'articles et où le lecteur devait être capable potentiellement de lire tous les articles dans la journée. Et il y avait cette volonté donc de faire un journal où la rédaction faisait une sélection d'articles et permettait donc de lire tout le journal en une journée. Quand on regarde les premiers exemplaires du Monde, il est vrai que le journal est assez fin, assez mince. Et au fur et à mesure des années, à partir de 1944, le journal a commencé à s'étoffer, à la fois parce qu'ils ont recruté des journalistes, parce qu'il y avait une actualité internationale de plus en plus chargée. C'était le moment de la fondation de l'ONU, à partir des années 50, la guerre de Corée, la victoire de Mao en Chine, etc. Et donc, face au foisonnement des actualités internationales, la section internationale du Monde a commencé à grossir. Et il y a eu, en 1954, François Honty et Hubert Beuve-Méry ont eu l'idée donc de créer un supplément mensuel spécifiquement dédié aux questions internationales, aux affaires diplomatiques. Et à l'époque, le journal était sous-titré le journal des cercles consulaires et diplomatiques. Quand on le prend et qu'on regarde les premiers numéros, ça n'a pas grand-chose à voir avec le journal tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un journal très officiel, parfois même un peu rébarbatif. On trouvait des récits des soirées d'ambassade, des récits des mariages à la cour de Jordanie, un certain nombre d'informations plus officielles sur la vie diplomatique, les mouvements dans les ambassades, les nominations, etc. Donc c'était vraiment la tonalité dominante du journal, qui était à cette époque-là écrit uniquement par des journalistes du Monde. Donc il n'y avait pas du tout de différence de ligne éditoriale entre Le Monde et le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique, à l'époque, soutenait le système international de Bretton Woods, pour le dire rapidement, tout comme Le Monde. Et donc il n'y avait pas de divergence éditoriale entre les deux journaux. Donc le journal était essentiellement alimenté par des journalistes du Monde, par des signatures officielles, des diplomates, des ambassadeurs, etc. Et c'est seulement à partir des années 70 que le Diplo a commencé à prendre un petit peu plus la forme à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Et même plus précisément en 1973, quand Claude Julien, donc je l'évoquais, a pris la tête du journal. Donc Claude Julien, à l'époque, travaillait au service étranger du Monde, et en 1973, à la faveur de diverses réorganisations au monde diplomatique, au Monde tout court, il a été nommé rédacteur en chef du Monde diplomatique. C'était le supplément mensuel qui sortait un samedi par mois. Il était nommé rédacteur en chef de ça, ce qui à l'époque était un petit peu un placard, parce qu'il n'était pas dans le camp de la direction. Et il a décidé de transfigurer ce placard, disons, en prison dorée, voire
en espace de liberté où il a commencé à développer une ligne éditoriale propre pour le monde diplomatique et donc une ligne éditoriale non alignée. Donc il faut se souvenir qu'en 1973, on était en plein milieu de la guerre froide et à ce moment-là, eh bien, le Monde Diplo avait choisi délibérément d'adopter une ligne, disons, non campiste, de pas s'aligner sur l'URSS ni sur les États-Unis pour adopter une ligne ouvertement tiers-mondiste, c'est-à-dire défendant des voies de développement spécifiques pour les pays du Sud vers le socialisme. Et c'est à partir de ces années 70 que le Diplo a commencé à devenir ce journal non aligné, ce qui est allé avec une refonte totale de la manière de faire le journal, au sens où des signatures extérieures ont commencé à apparaître dans le journal, non plus seulement des signatures officielles de diplomates et des signatures de journalistes du monde, mais des universitaires critiques, des grands reporters, des artistes, etc., qui ont commencé à contribuer au journal avec l'idée effectivement d'adopter une posture non alignée. Depuis, on a continué à poursuivre cette ligne. Un petit peu tous les directeurs et les équipes éditoriales qui se sont succédés ont essayé d'adopter cette ligne de non-alignement par rapport au discours dominant, par rapport à la pensée unique. Évidemment, pendant la guerre froide, j'ai expliqué en quoi le Diplo avait essayé de se distinguer. Puis ensuite, à partir des années 90, où c'était le triomphe, je me souviens de ça, de la mondialisation libérale, le mur de Berlin venait de chuter, c'était la fin de l'histoire. Selon Francis Fukuyama, les États-Unis, le monde s'annonçait comme triomphant pour la mondialisation libérale sous égide américaine et à ce moment-là il n'y avait pas tellement de d'autres perspectives qui étaient proposées et le Monde Diplo a essayé à ce moment-là de créer d'autres perspectives, de les porter, en particulier le mouvement altermondialiste. Donc à ce moment-là le Diplo avait été à l'origine de la fondation d'Attaque et avait essayé de montrer dans son alignement que d'autres voies étaient possibles quand même le discours dominant expliquait que désormais le débouché capitaliste était le seul débouché possible pour les sociétés humaines. Et on a continué encore après avec Serge Halimi, quand il a pris la succession d'Ignacio Ramonet, à développer cette ligne un petit peu non alignée. Et aujourd'hui, je dirais que ça se manifeste à travers notre position sur un certain nombre de conflits, sur un certain nombre de positions sur les sujets internationaux, mais aussi je pense par exemple à l'Ukraine. Effectivement, on a une position qui se distingue assez largement dans le paysage des médias occidentaux, au sens où on refuse de s'aligner sur le discours atlantiste, le discours du recours à l'escalade des armes, à l'escalade des livraisons d'armes en Ukraine. Surtout, on essaie de le faire, mais en adoptant une position, donc, comme tu disais, de non-alignement, à savoir que nous, ça ne nous pose aucun problème d'à la fois critiquer la Russie, parce qu'on n'est pas du tout, contrairement à ce que nos détracteurs peuvent essayer de dire par malveillance pour critiquer le journal, on n'est pas du tout un journal pro-russe ou pro-Kremlin, on n'a aucun problème à dire que le régime russe est un régime oligarchique, capitaliste, répressif, conservateur, réactionnaire, qui a envahi l'Ukraine au mépris du droit international, mais tous ces constats ne n'empêchent pas de constater également par ailleurs que la guerre en Ukraine est également le résultat, et peut-être avant tout le résultat de 25 ans de provocation ou de 20 ans de provocation occidentale en Europe, d'extension de l'Ukraine malgré les promesses de non-extension. Et que l'engrenage dans lequel se trouve actuellement l'Ukraine et la guerre en Ukraine est également le résultat du jeu américain dans la région. Enfin, on aura l'occasion de revenir sur la ligne éditoriale justement, puis le non-alignement qui est le mot-clé un peu de cette soirée. Concrètement, comment ça se passe en coulisses au Monde Diplo? Il y a combien de personnes qui travaillent au sein de la rédaction? À combien de pigistes justement est-ce que vous faites appel? Comment se constitue cette constellation? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de signatures dans le journal, et quelle est sa diffusion en France et à l'international? On va un peu développer après sur la gouvernance, mais juste concrètement sur ces points-là. Alors en fait, nous avons une relativement petite équipe en tant que permanent au sein du Diplo. Bon, déjà on sort un journal par mois, donc du coup ça n'a rien à voir avec un quotidien comme vous le connaissez. Donc on doit être en tant que équipe fixe, une trentaine de personnes à temps plein, tous services confondus, depuis l'accueil, le site internet, etc. Et une petite dizaine de journalistes
rédacteurs qui œuvrent à confectionner le journal. Et effectivement, comme tu le disais, il y a beaucoup de collaborateurs extérieurs parce que la spécificité du boulot de journaliste au monde diplomatique, c'est que c'est moins, c'est évidemment un travail de journaliste, mais c'est également un travail d'éditeur au sens où on commande beaucoup d'articles à des auteurs extérieurs qui nous remettent les articles et ensuite on édite les articles avec les auteurs de manière à ce qu'ils correspondent aux standards de qualité et qu'on veut pour le journal comme le Diplo. Et je dirais que en fait, on est une dizaine de rédacteurs. La manière dont on est organisé, c'est que chaque rédacteur a à sa charge, en général, des zones thématiques, des thèmes et des zones géographiques. Donc, je sais pas moi, là en l'occurrence, maintenant que je suis directeur, je suis un peu dégagé de ça. Mais avant, quand j'étais rédacteur, je m'occupais de l'Amérique du Nord et de thématiques comme l'histoire, les banlieues, l'immigration, l'urbanisme, l'agriculture, ce genre de thèmes. J'ai des collègues qui s'occupent de l'Asie et de l'économie, un autre du numérique et de l'Allemagne, etc. Et donc, chacun a un certain nombre de zones géographiques et de thèmes à couvrir, à suivre. Et le travail ensuite, c'est d'identifier, de temps en temps d'écrire des articles soi-même évidemment, et une autre grosse partie du travail, c'est d'identifier les bons thèmes à traiter, les bons sujets à traiter et les bons auteurs pour les traiter. Et je dirais que là, il y a un peu deux types de sujets qu'on aime bien traiter au monde Diplo. Il y a, je dirais, les sujets dont personne ne parle, dont tout le monde parle dans les pays concernés, mais dont personne ne parle en France. Je ne sais pas, par exemple, si on prend le cas des États-Unis, dont je m'occupais, je sais qu'en 2020, par exemple, tout le monde parlait de la question du recensement aux États-Unis, parce que c'est un sujet important là-bas. Ça définit ensuite les politiques sociales, les quotas aux universités, etc., de savoir combien il y a de population de chaque groupe, etc. Mais c'est un sujet un peu rébarbatif qui est assez peu traité en France. Donc du coup, nous, on a à cœur, par exemple, de traiter ce type de sujet en détail, parce qu'on sait que c'est important pour la politique nationale aux États-Unis, mais que c'est très largement sous-traité dans les médias occidentaux, parce que ça peut paraître rébarbatif, etc. Donc on a à cœur d'essayer de traiter les sujets qui sont importants pour les pays dont on parle au niveau local, mais qui, pour des raisons diverses et variées, sont peu traités dans les médias français. Et je dirais que le deuxième type de sujet, c'est le sujet dont tout le monde parle, mais sur lesquels on a quelque chose d'autre à dire et sur lesquels on pense avoir une pensée, une ligne, une vision différente qui mérite qu'on l'exprime. Parce que effectivement, c'est pas parce que tout le monde parle de la guerre en Ukraine, de la guerre en Palestine qu'on va se dire si tout le monde en parle, on va pas en parler. Mais néanmoins, on va essayer d'en dire quelque chose d'autre qui est susceptible d'intéresser nos lecteurs. Et ça, c'est très important parce que d'une certaine manière, au Diplo, si on n'a pas quelque chose d'intéressant à dire, on préfère rien dire et attendre d'avoir quelque chose d'intéressant à dire pour le dire, plutôt que dire la même chose que ce que tout le monde a déjà dit. C'est aussi lié à notre périodicité, d'une certaine manière, au sens où comme on est mensuel, pendant de temps en temps, quand il se passe un événement au début d'un mois et que nous, on sort à la fin de l'autre mois, il y a tous les médias de gauche qui ont dit, quand il y a une réforme de l'immigration inique entreprise par un gouvernement en France, comme ça arrive à peu près tous les ans, le temps qu'on sorte, on va avoir à peu près tous les journaux de gauche qui vont avoir décortiqué la dite réforme de l'immigration pour montrer à quel point elle est injuste, etc., etc. Et donc nous, quand on arrive, ce travail a déjà été fait. Donc si on sort un article pour expliquer que la réforme de Macron sur l'immigration est une réforme injuste, la plupart de nos lecteurs l'auront déjà lu, ils le sauront déjà, et d'une certaine manière, sur le long terme, ils n'auront plus envie d'acheter le Monde diplomatique s'ils ont l'impression qu'ils payent 6 € pour avoir un journal, des informations qu'ils ont déjà lues ailleurs. Donc on a vraiment la volonté de nous exprimer sur les sujets quand on a quelque chose à dire. Je pense par exemple, les élections législatives du mois de juillet en France, là, après la dissolution. Suite aux élections européennes, on a fait un dossier sur la montée de l'extrême droite, on avait des articles, on avait des auteurs, on était contents de notre dossier, etc. Donc on a fait un dossier à chaud. Et puis ensuite, début juillet, il y a eu les élections en France qui a abouti à la majorité qu'on connaît et qui d'ailleurs peut-être va tomber d'ici 24 heures. La majorité, la minorité qu'on connaît. Et du coup, sur le moment, on n'avait pas particulièrement d'analyse à faire sur la composition de ce gouvernement. Les 3 blocs, on en avait déjà parlé dans divers articles, donc on a attendu plusieurs mois avant d'aborder à proprement parler la question de ce nouveau gouvernement, quand on a commencé à avoir un certain nombre d'éléments originaux à dire. Si ça va, parlons peut-être un peu aussi de la gouvernance, puis de la place du journal dans le champ médiatique français. Donc on sait que le groupe Le Monde est actionnaire à 51%,
du journal, les deux autres actionnaires étant donc les Amis du Monde Diplo et l'association Günther Holzmann qui regroupe en fait le personnel. Certains disent qu'au sein de ce groupe, donc, ils possèdent aussi Télérama, le Nouvel Obs et le Courrier International, pour en citer quelques-uns. Certains disent que vous êtes un peu comme un village gaulois dans ce groupe. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui fait votre spécificité en fait, au sein du groupe Le Monde? Avant de répondre à la question, j'ai oublié de souligner effectivement que le Diplo, du coup, on fait appel, comme je disais, on commande des articles, donc on fait appel à beaucoup de collaborateurs extérieurs. Tu parlais de pigistes. On a un peu deux catégories d'auteurs extérieurs qui sont des journalistes indépendants ou alors qui bossent pour d'autres journaux et puis qui ont l'occasion d'écrire pour le Diplo. Et puis une autre grosse partie de nos collaborateurs extérieurs, c'est des universitaires. Ça a toujours été un peu la spécificité du Diplo d'essayer de vulgariser en quelque sorte, de rendre accessible au grand public des travaux qui en règle générale sont confinés à des revues lues par 500 personnes et du coup c'est pour ça que je disais que c'était un travail d'édition, c'est que quand on reçoit des articles on peut avoir quand on fait appel à des journalistes, des articles très vivants, bien menés, etc., bien construits, avec des témoignages, mais qui peuvent parfois manquer de problématiques de fond, de mise en perspective historique, de la référence aux derniers travaux universitaires sur le sujet, etc. Donc on travaille avec les journalistes à insérer tout ça dans les articles pour faire un peu les articles arriver à la zone grise un petit peu entre milieu universitaire et journalisme que constitue le monde diplomatique. Et de la même manière, quand on travaille avec des universitaires, on fait un peu le travail inverse, à savoir de temps en temps les articles écrits par les universitaires peuvent être disons un peu trop sérieux pour le dire, et donc avec une introduction comme on fait à la fac, qui définit les termes du sujet, et puis ensuite ils annoncent le plan, etc. Et donc on leur explique que ça c'est pas vraiment un article pour le grand public, effectivement c'est très bien pour un article de revue lu par quelques centaines de personnes, mais que le Diplo, puisque c'est une de tes questions, on diffuse environ 170 000 exemplaires de l'édition française. Ensuite on a effectivement des éditions internationales qui traduisent l'édition française, on en parlera peut-être plus tard, qui représente un autre type de diffusion, mais pour l'édition française imprimée, c'est environ 160 000 exemplaires entre les abonnés au papier, les gens qui l'achètent dans les magasins, et puis l'abonnement à l'application numérique. Et donc, évidemment, on ne s'adresse pas de la même manière à un lectorat spécialisé ou à un lectorat de 170 000 personnes. Donc, le boulot des rédacteurs, c'est vraiment de faire ces allers-retours avec nos différents auteurs extérieurs pour mener les articles à la zone grise où se situe le Diplo, un peu entre le monde de la recherche, le milieu du journalisme et le milieu de l'édition. Pour répondre à la nouvelle question, eh bien, effectivement, on a une de nos spécificités, de notre particularité, c'est l'actionnariat du journal, où tu disais qu'on était effectivement possédé à 51% par le groupe Le Monde. Alors il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas non plus. Pendant assez longtemps, le Monde Diplo était possédé à 100% par le groupe Le Monde. Je le disais au début, c'était carrément un supplément du journal Le Monde, quoi, comme on achète de temps en temps le supplément télé, là, le samedi, et puis il y avait le supplément diplomatique. Et c'était vraiment un supplément. Et à partir des années 1990, il y a eu un Argentin, Günther Holzmann, qui était l'association des salariés du monde diplomatique porte son nom, qui a légué sa fortune au monde diplomatique. Donc c'était un juif allemand émigré, je crois que c'est pas en Argentine, mais non, c'est pas en Bolivie, excusez-moi. Et qui a émigré juste avant la Seconde Guerre mondiale en Amérique latine et qui était juif, c'était pas un nazi. On a même fait des recherches et tout sur son passé pour être bien certain qu'il n'y avait pas. Enfin, moi, j'étais pas au journal à l'époque, mais je sais que l'équipe du journal à l'époque avait fait les vérifications nécessaires pour voir d'où venait cet argent. Et donc, il a légué sa fortune, une partie de sa fortune au monde diplomatique, $1 million, ce qui, au milieu des années 90, représentait une somme encore plus importante qu'aujourd'hui. Et avec cette somme, l'équipe de l'époque l'a utilisé pour racheter 24% des parts du journal. Au même moment, ils ont lancé avec l'équipe et puis des lecteurs un appel à souscription auprès du lectorat du monde diplomatique pour constituer une cagnotte pour acheter 25% des parts du journal. Donc, in fine, au terme de cette opération des années 90, entre l'association des Amis du Diplo et l'association des salariés du Diplo, on possède 49% des parts du journal. Donc, 49% des parts du journal, ça reste quand même un actionnariat minoritaire. Mais à l'époque, ils ont négocié avec le groupe Le Monde un pacte d'actionnariat assez favorable pour le monde diplomatique.
et qui est favorable pour au moins, je dirais, 2 raisons qui nous distinguent du reste du groupe. La première raison, c'est que le groupe a un contrôle sur nous a posteriori, sur nos finances a posteriori. Donc il faut voir que pour les autres titres, Télérama, l'Obs, etc., eh bien, ils doivent présenter à la fin de l'année, la fin de l'année 2024, eh bien, en conseil de surveillance avec les représentants de l'actionnaire, etc., les projets qu'ils prévoient de faire pour 2025, s'ils prévoient de recruter, s'ils prévoient de faire des hors-séries, etc. Et le conseil de surveillance a la possibilité de leur dire bah non, c'est une mauvaise idée, ça ne se vendra pas, il vaudrait mieux faire ceci ou cela, etc. En général, ils sont assez libres, mais néanmoins, il y a cette possibilité. Ils sont obligés de présenter leurs projets a priori. Et nous, on n'a pas cette obligation-là. Ils nous contrôlent a posteriori, donc c'est seulement à la fin de l'année qu'on dit ben voilà ce qu'on a fait cette année et voilà les résultats qu'on a. Et c'est pour ça que je dis souvent que la meilleure garantie de l'indépendance du monde diplomatique, c'est sa stabilité financière, au sens où quand on arrive à la fin de l'année avec des comptes dans le vert ou des comptes à l'équilibre, eh bien le pouvoir du groupe, du conseil de surveillance sur nous est assez limité. Ils sont satisfaits, tout se passe bien. Si néanmoins à la fin de l'année, eh bien, on revient avec des comptes dans le rouge, eh bien, c'est là qu'effectivement, ils peuvent avoir envie d'être plus intrusifs, de regarder ce qu'on fait, de s'intéresser à ce qu'on a bien fait de faire ceci ou cela, tel projet. Et là, on a cette chance-là. Là, ça fait quasiment 10 ans que le monde diplomatique affiche des résultats positifs. Donc, le groupe Le Monde nous laisse, on fait un compagnonnage tout à fait serein. Et voilà. Et la deuxième spécificité qu'on a au sein du groupe, c'est justement la possibilité d'élire notre directeur. Dans la plupart des journaux du groupe, à Télérama, à l'Obs, etc., eh bien, il y a à la fois un directeur de l'entreprise et de l'autre côté qui est souvent désigné par l'actionnaire et puis ou son représentant. Et puis dans l'autre, c'est un peu comme ça dans tous les journaux en France d'ailleurs. Et de l'autre, un directeur de la rédaction, donc qui s'occupe du volet plus rédactionnel et qui souvent a été élu par l'équipe de la rédaction du journal en question, avec un rapport qui n'est pas forcément égalitaire entre le directeur du journal qui s'occupe des finances et le directeur de la publication, au sens où si un journal va mal, eh bien, le directeur aura très vite fait de s'ingérer dans les affaires de la rédaction pour se demander si le journal ne se vendrait pas mieux si on faisait davantage ceci ou davantage cela. Et au monde diplomatique, la chance qu'on a, c'est que c'est la même personne qui fait les deux, donc là, en l'occurrence c'est moi, pour un mandat électif, est élu par l'intégralité de l'équipe du journal, donc pas seulement la rédaction, mais toutes les personnes qui travaillent à temps plein au monde diplomatique, eh bien, participent à cette élection. Et une fois que la personne qui dirige le journal a été élue, la candidature est validée par les amis du monde diplomatique. Donc moi, quand je m'étais présenté au sein du diplôme, une fois que j'ai été élu, je suis allé devant le conseil d'administration de l'association des amis du diplôme, qui ensuite a voté pour savoir s'il approuvait ou non ma candidature. Et ensuite, une fois que, pour l'instant, on a toujours les amis du diplôme et l'association des salariés marchent main dans la main. Et ensuite, on a présenté avec l'association des amis et des salariés ma candidature au conseil de surveillance qui l'a donc acceptée. Et ça fonctionne de manière très différente dans les autres journaux. Peut-être justement pour parler de cette bonne santé financière, c'est vrai que j'ai lu une info qui m'avait surpris. Louis Dreyfus, donc le directeur du groupe Le Monde, a dit un jour que le journal le plus rentable parmi toutes ses filiales, c'était le Monde Diplo et non pas par exemple Télérama avec, qui fait 10 millions de chiffres par année, quoi. Pourtant, ce qui frappe donc sur votre site, surtout sur le site web, c'est l'absence de publicité. Et c'est vrai que nous, au courrier, nos revenus principaux viennent de là. Comment c'est possible en fait concrètement? Est-ce que c'est principalement le lectorat et puis la ligne qui fait votre fortune? Si je peux parler ainsi, mais... Oui, effectivement, Louis Dreyfus avait dit ça un peu sous forme de boutade lors d'une conférence, et puis ça avait été repris dans la presse. Alors, c'est pas nous qui dégageons plus d'argent, parce qu'effectivement, Télérama, qui a un lectorat plus gros, et puis qui sort un numéro par semaine, ils ont un chiffre d'affaires évidemment beaucoup plus élevé que celui du Diplo, et en termes de bénéfices, ils sont plus élevés que ceux du Diplo. Mais en termes de taux de rentabilité, c'est ça qu'il parlait. Oui. Et donc, le rapport entre le chiffre d'affaires et le bénéfice. L'année où il disait ça, c'était vrai, mais c'était effectivement une année assez exceptionnelle, comme je te disais, parce qu'on a fait 2 années assez exceptionnelles pour les résultats du Diplo, pour tout dire, qui étaient les années du Covid en 2020 et 2021, où en France en particulier, il y avait des mesures de confinement assez drastiques
et les gens étant bloqués chez eux ont eu tendance à beaucoup plus acheter la presse et à s'abonner à la presse dont le monde diplomatique a assez largement bénéficié et qui explique les très bons résultats qu'on a fait ces années-là. Mais d'une manière générale, effectivement, on est satisfait des résultats du journal ces dernières années, et on en est d'autant plus satisfait qu'on le doit uniquement quasiment au fait que les gens achètent le journal, ce qui est effectivement la base, le but de la presse, qui est de vendre des informations et de vendre son journal d'information. Et on a très peu de revenus publicitaires. Tu disais qu'on n'en avait pas sur le site internet. Effectivement, on a fait le choix d'avoir un site internet sans publicité du tout, ce qui nous permet de nous extraire, je pense qu'on parlera après un peu plus de numérique, mais ce qui nous permet de nous extraire de la dictature du clic, parce que d'une certaine manière, en fait, que nos articles soient beaucoup cliqués ou pas beaucoup cliqués, pour nous, ça ne change rien du tout, dans la mesure où on ne reçoit pas de rémunération, donc on n'a pas d'intérêt particulier à faire un peu de racolage, disons, vers des articles qui seraient plus susceptibles de faire du buzz sur les réseaux sociaux et ce genre de choses. On a un intérêt évidemment à faire ce genre avoir du trafic, à être visible sur les réseaux, etc., pour faire connaître nos idées. Mais disons que ça ne nous rapporte rien en termes purement financiers. Et en plus, de fait, c'est aussi lié au fait qu'il y a aussi très peu de publicité dans le monde diplo-papier. Pendant un temps, je crois que l'objectif était de ne pas dépasser 2% du chiffre d'affaires venant de la publicité. C'était pas une charte, c'était pas inscrit noir sur blanc dans une charte, mais c'était un objectif auquel essaient de se tenir les différentes équipes. Et aujourd'hui, on est plutôt proche de 0,5% de notre chiffre d'affaires annuel qui provient de la publicité. Non pas qu'on a décidé de diviser l'objectif par 4, mais maintenant les publicitaires ne veulent plus annoncer dans le monde diplomatique. Donc du coup, on a très peu de publicité, on a peu de gens qui... Pourquoi ils ne veulent plus, justement, petite parenthèse, pourquoi ils ne veulent plus d'annonces dans le journal, enfin, de facto, je constate qu'en fait, on a très peu de propositions de gens qui veulent acheter de la publicité. Ils donnent évidemment pas... Alors, il y a la question de l'effondrement du marché publicitaire. J'imagine que c'est un peu pareil en Suisse. Mais c'est au cours des 5-10 dernières années, en France, le marché publicitaire dans les journaux papier s'est littéralement effondré. Parce que la diffusion des journaux papier a baissé, que les publicités... les grandes marques ont commencé à diversifier leur support publicitaire, donc à faire de la publicité sur Instagram, plutôt que faire des pubs à la télé de 30 secondes qui s'adressent à tout le monde, de faire de la publicité ultra spécialisée en s'adressant à des Instagrammeurs, etc., qui relaient pour leur communauté. Donc ils ont un petit peu changé leur modèle, donc ça les médias en ont beaucoup pâti. Nous, notre chance dans ce contexte-là, c'était que comme on avait déjà très peu de publicité dans notre chiffre d'affaires, eh bien le fait que ça se soit effondré, ça ne nous a pas tellement porté préjudice, parce qu'on n'avait pas tellement d'argent qui venait de ça. Ensuite, les publicités qui sont beaucoup restées, encore une fois, c'est surtout en France, ceux qui continuent à annoncer dans les journaux papier, parce qu'ils se disent notamment que les gens qui continuent à acheter des journaux papier en France, c'est plutôt des gens des catégories socio-professionnelles favorisées. Et bien, du coup, il y a énormément de publicités pour le luxe, LVMH, Dior, ce qu'ils appellent les publicités horlo, l'horlogerie, tout ce qui est Rolex, etc. Et en fait, nous, on refuse tout ce genre de trucs-là, parce que c'est pas du tout dans la ligne du journal. Donc du coup, il y a plein de publicités qu'on ne veut pas faire pour les banques. Même quand on avait fait une publicité pour Nespresso, on a eu plein de courriers parce que c'est pas écologique les capsules, etc., etc. Donc on a un lectorat très attentif à ce qu'on pourrait faire comme publicité. Donc au fur et à mesure des années, il y a plein d'annonceurs qu'on a élagués. Donc on fait plus les croisières, on fait plus les banques, on fait plus Nespresso, on fait pas la Fondation Monaco, on fait pas, etc. Donc en fait, quand on en a refusé trop, à un moment donné, les régies publicitaires, elles chargent beaucoup moins pour nous. Donc je pense qu'il y a aussi un effet engrenage de ceux qui annoncent le plus, c'est ceux qu'on refuse le plus souvent. Et puis du coup, ils ont tendance à moins nous proposer. Et il s'avère que, comme en plus on n'a pas énormément... Et il s'avère que le journal va plutôt bien et que les finances sont à l'équilibre et qu'on n'a pas besoin d'aller chercher de la publicité pour réussir à ne pas être dans le rouge. Et bien du coup, la situation nous satisfait. Avant de parler un peu du numérique, justement, tu as un peu abordé le sujet. C'est vrai que la chute des revenus publicitaires, c'est un phénomène qui nous affecte ici aussi. La migration justement vers les plateformes pour s'informer. Là, il y a plusieurs actualités chaudes qui font un peu que les médias sont en crise. Enfin, un des gros médias genevois menace un peu de péricliter, ou enfin devient une sorte de coquille vide d'un plus gros groupe.
Le Courrier fait des budgets un peu serrés c'est un euphémisme. Dans ton article avec Serge Halimi, tu parlais peut-être d'un modèle de socialisation de l'information sur le modèle de la sécurité sociale que je trouvais assez intéressant. Ici, les débats, c'est aide directe, aide indirecte. Enfin, voilà, on essaye de voir qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est réaliste aussi politiquement à court terme, parce que c'est assez urgent. En France, il y a de l'aide directe, il me semble. Il y a aussi de l'aide indirecte, du coup, peut-être comme chez nous pour l'envoi postal. Mais qu'est-ce que ce serait, selon toi, ce modèle de la sécurité sociale pour l'information? C'est un modèle qu'on avait appelé Projet pour une presse libre. À la base, c'était Pierre Imbert qui avait fait un article sur ça, qu'on a peut-être mentionné effectivement dans d'autres articles, plusieurs fois même on les a mentionnés. Mais donc Pierre, à l'époque, avait effectivement essayé de proposer, parce qu'on dit souvent que le monde diplomatique ne propose pas assez de choses et critique beaucoup, ce qui n'est pas complètement vrai, parce qu'assez régulièrement, on essaie de faire des propositions sur différents thèmes, et d'autres notamment sur la question de la liberté de l'information, en partant notamment du constat que la question des aides d'État à la presse en France ne sont pas satisfaisantes. On avait mené un premier combat il y a un certain nombre d'années, c'était Serge Halimi qui avait fait ça, sur la question de la répartition justement des aides à la presse en France, puisque théoriquement, je crois dans les textes officiels, il y a une formulation sur le fait que les aides doivent favoriser la presse qui favorise le débat public, l'enrichissement, etc. Enfin bref, des formulations de ce type-là. Et on se rendait compte qu'à l'intérieur, il y avait des journaux du type des journaux People, des journaux comme Picsou Magazine ou Télé 7 jours qui recevaient des subventions assez massives. Donc à la limite, pourquoi pas Picsou Magazine, mais qui fait du divertissement. Mais par exemple Télé 7 jours, qui est uniquement un truc qui fait du programme télévisé, en recoupant le programme télévisé avec 3 interviews de promotion des programmes télévisés. On se demande un petit peu pourquoi ils auraient des centaines de milliers d'euros de subventions publiques au titre de favoriser les débats publics, etc. Donc on avait fait un petit peu une campagne dans les colonnes du Diplo pour souligner cette bizarrerie un petit peu dans la répartition des aides à la presse, ce qui avait été assez couronné de succès parce que devant l'émoi qu'avait suscité la révélation de la répartition des aides à la presse, et le ministère de la Culture avait décidé de les réviser justement pour davantage se centrer sur les médias d'information généralistes, politiques, culturels, etc. Donc on avait mener cette campagne-là, mais néanmoins c'était le résultat qui était en partie satisfaisant, n'était pas non plus totalement, dans la mesure où les aides à la presse en France contribuent à, je dirais, perpétuer un système un petit peu inique, au sens où les journaux, ceux qui touchent le plus d'aide à la presse, sont déjà les journaux les plus gros aux mains de milliardaires. Donc effectivement, un journal comme Le Figaro touche plusieurs millions d'euros d'aide à la presse tous les ans, mais on peut se demander pourquoi Dassault, est-ce que Dassault, qui possède le groupe Le Figaro, a vraiment besoin que l'argent de l'État français lui soit versé pour pouvoir faire vivre Le Figaro. Et c'est la même chose pour les principaux. Quand on regarde la liste des 10 premiers, les 10 premiers, c'est tous des journaux qui appartiennent à Dassault, à Bolloré, à Xavier Niel, etc. Donc des gens qui ont déjà beaucoup d'argent et auxquels on en donne davantage via des subventions publiques. Donc partant de ce système-là, Pierre Imbert constatait effectivement que le système juste de la subvention n'était pas pleinement satisfaisant. Et puis faisait cette proposition, il avait fait notamment un sous-article avec un énarque qui avait fait des calculs pour voir combien ça coûterait, etc. Partait du principe qui était le principe qui était défini d'ailleurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par le CNR, le Conseil national de la résistance, que l'information est un bien public qui devrait pouvoir être extrait du marché, qu'on ne vend pas des journaux comme on vend des poireaux, ça devrait être considéré au même titre que l'alimentation ou la santé, etc., comme bien public. Et d'une certaine manière, pour la santé, en France, il a tout à fait été concevable qu'une part du salaire, c'est ça un peu son idée, une part du salaire de chacun des Français, que ce soit versé par l'employeur ou alors par le salarié, sert à financer la sécurité sociale de santé. Et du coup, il développait l'idée de pourquoi pas créer une fraction de cotisation pour un service public de l'information. Et du coup, il développait un petit peu ce modèle donc il avait fait des calculs assez précis sur quel serait le taux,
quel serait le pourcentage, c'est un tout petit pourcentage, 0, quelque chose, de la masse salariale en France, qui permettrait de dégager une enveloppe qui permettrait ensuite de financer un service public de l'information qui serait dégagé totalement des pressions du marché capitaliste, de savoir avoir de l'audience, de faire racoleur pour faire du clic, d'attirer de la publicité, etc., etc. Parce qu'effectivement, quand on veut les journaux qui vivent trop de la publicité, ensuite il y a tout un tas de sujets qui deviennent plus difficiles à aborder. Peut-être que d'ailleurs que le fait qu'on n'émarque pas un certain nombre de marques joue dans le fait qu'ils ont moins envie d'annoncer dans le monde diplomatique. Et donc d'essayer de trouver un système de financement qui permette de sortir de ces pressions du marché par la cotisation. Et justement, alors il y a cette idée d'injecter des fonds, de socialiser l'information, mais après il y a le développement en parallèle et du coup ça nous permet de faire la transition vers les plateformes en fait aussi qui génèrent des modes nouveaux aussi de consommation. On voit notamment le rétrécissement du domaine de la lecture, l'extension du domaine de l'image. Pour un journal papier qui est visuellement quand même très sobre, il faut le dire, le Monde Diplo, riche en texte. Est-ce que les modifications, les mutations des comportements pourraient être contrecarrées par une socialisation de l'information, ou est-ce que les plateformes n'ont pas déjà gagné sur ces nouvelles manières de consommer l'information tout simplement? Donc on pourrait également imaginer des plateformes qui soient extraites de la logique de capitalisme de marché avec des algorithmes qui soient faits non pas pour favoriser les trucs putaclic ou les informations de faits divers qui vont faire du buzz et qui vont être les plus relayés, etc. Mais d'autres types d'algorithmes qui favorisent d'autres types de remontées. Et ça, ce serait aussi quelque chose qui serait envisageable. Nous, d'une certaine manière, on a un rapport un peu particulier aux plateformes également, et à Internet d'une manière plus générale, puisque quand je suis arrivé au Diplo au début des années 2010, en 2011, à ce moment-là, la presse traversait déjà une crise. En fait, la presse traverse toujours une crise, mais à l'époque, on s'en souvient, c'était l'époque de l'arrivée d'Internet. Tous les journaux en France, au moins, se demandaient qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut essayer de faire du tout gratuit pour favoriser le trafic, avec l'idée ensuite que plus il y a de trafic et plus il y a de revenus via la publicité, et puis plus il y a de trafic, plus la marque est connue, et plus la marque est connue, plus les gens ont de chance quand ils se baladent dans la rue, qu'ils passent devant un marchand, décider d'acheter le journal. Et donc il y avait cette stratégie qui était vraiment la stratégie très largement dominante dans les médias français, à savoir de faire le plus de contenu possible pour faire le plus de trafic possible sur un modèle du gratuit, parce que effectivement instaurer des paywalls, ça crée évidemment une diminution du trafic. Et nous, à cette époque-là, on avait fait un choix radicalement différent, avec déjà l'idée que l'information, ça se paie, que ça coûte de l'argent pour être produit, et qu'une bonne information, parce qu'effectivement, ce qui coûte rien du tout, c'est de faire du commentaire. Alors là, c'est devenu le nouveau modèle journalistique dominant, notamment dans l'audiovisuel en France. Je sais pas, toutes les chaînes d'information en continu qui ne produisent strictement aucune information, qui partent d'informations lambda, la dissolution, la démission du gouvernement Barnier, tel fait divers avec un migrant qui a violé quelqu'un, et puis ensuite on réunit 5 personnes qui en général sont d'accord, et puis qui parlent pendant 2h30 du sujet pour l'insécurité, etc., etc. Ça, potentiellement, ça coûte rien à faire à part avoir un studio et puis payer les taxis des gens pour qu'ils viennent. En revanche, envoyer quelqu'un sur le terrain pendant plusieurs jours, etc., ça vous connaissez, ça a un coût. Nous, on a certains articles qu'on fait au Diplo, où on envoie des gens à l'autre bout du monde, où ça nous coûte, je pense souvent l'exemple d'un article qu'on avait fait il y a quelques années par un collaborateur, un journaliste indépendant qui s'appelait Julien Brigaud, qui avait fait un article sur les écoles de femmes de ménage aux Philippines. Alors on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent des Philippines, qui viennent dans les pays occidentaux notamment et qui se retrouvent à être femmes de ménage, mais on sait moins qu'il y a des écoles de femmes de ménage aux Philippines. Donc lui, il allait faire une enquête sur ça, et donc quand on va là-bas et qu'on fait une enquête, on se rend compte qu'il y a ces écoles-là, qu'elles sont organisées par service, par étage, en fonction de l'endroit où les gens vont être envoyés, où les femmes vont être envoyées après. Donc il y a l'étage Hong Kong, il y a l'étage pays du Golfe, il y a l'étage Londres, etc. On leur apprend les bonnes manières, qu'est-ce qu'ils souhaitaient d'une femme de ménage dans ces différents pays, etc. et les us et coutumes de ces différents pays. Et ensuite, notre journaliste, donc, il avait étudié ça, puis ensuite, il en avait suivi une, d'abord, je crois, à Hong Kong, puis ensuite une autre à Londres, pour regarder comment elle s'insérait dans les familles qui les accueillaient, etc. Et faire un article comme ça nous a coûté, je sais pas, un truc genre 15 000 € de frais juste de reportage, et d'une certaine manière,
derrière, ça a produit une information. Les gens ne savaient pas que ça existait parmi nos lecteurs et ils ont appris quelque chose qui, du coup, va coûter de l'argent à être produit. Et donc, nous, on est parti du principe qu'à partir du moment où que l'information coûte de l'argent à produite, il est normal que les gens qui la consomment la paient. Parce que si l'information est gratuite, c'est soit que c'est pas une information, soit que du coup c'est le lecteur qui est vendu à l'annonceur. C'est un peu le modèle des journaux publicitaires, enfin des journaux gratuits tels que 20 minutes ou Métro qu'on a vu fleurir pendant un temps, qui étaient effectivement gratuits, mais c'est parce que les éditeurs de ces journaux-là vendaient quelque chose, mais ils vendaient le lectorat qui pose ses yeux sur les marques qui étaient en publicité dans ces journaux-là, aux marques qui annonçaient à l'intérieur de ces journaux. Et donc si c'est gratuit, c'est qu'en fait le lecteur a été vendu à un annonceur. Donc nous on a expliqué ça à nos lecteurs, à vrai dire, un peu dans les termes que j'utilise là, pour expliquer pourquoi en fait nous on allait faire un site qui allait être essentiellement payant, à l'époque où tout le monde faisait du gratuit. Et avec une stratégie particulière sur les réseaux sociaux qui consistait, alors ça c'est un peu l'avantage qu'on a avec le fait d'être mensuel, d'avoir des articles de fond qui prennent du recul, etc. C'est qu'on a plein d'articles qui fonctionnent encore 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans après pour éclairer un problème. Voilà, quand il se passe quelque chose au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, eh bien, on a plein d'articles dans nos archives qui permettent de comprendre les racines du conflit au Haut-Karabakh, les positions des différents, etc. Et en fonction de l'actualité, eh bien, on allait piocher dans nos archives plus ou moins récentes pour mettre en avant des articles sur les réseaux sociaux qu'à ce moment-là, effectivement, on rendait accessible gratuitement, mais en quelque sorte au compte-gouttes en fonction de l'opportunité éditoriale pour faire connaître le journal sur un sujet précisément. Mais en allant sur le site comme ça, la plupart des articles étaient payants. Donc c'est un petit peu ça la stratégie qu'on avait sur les plateformes, qui a très bien marché franchement pendant un temps, notamment sur TikTok et sur Twitter, où ça marchait très bien. Là, ça marche beaucoup moins bien pour, à mon avis, moins de raisons. La première, je pense que c'est les changements des algorithmes, à savoir les plateformes, elles ont complètement changé leur manière de remonter. Donc quand vous allez sur votre page, votre mur Facebook, votre mur Instagram ou votre mur Twitter, eh bien évidemment, comme tout le monde a des centaines d'amis qui font chacun des centaines de publications, eh bien, on ne peut pas tout voir, donc il y a un algorithme qui sélectionne les trucs et puis qui les hiérarchise. Et pendant pas mal de temps, et c'est ça qui nous favorisait, eh bien les plateformes favorisaient dans le remontée algorithmique les informations générales, la presse, et les liens vers l'extérieur, j'ai envie de dire, au sens où voilà, on pouvait mettre des liens vers le monde diplôme, dire il se passe ça au Karabakh, allez lire notre article parce que vous allez trouver ceci, cela, et puis il y avait un lien et on pouvait cliquer dessus. Et ça, pendant un temps, c'était assez valorisé dans les remontées algorithmiques, et aujourd'hui, c'est totalement dévalorisé dans les remontées algorithmiques. Facebook, par exemple, avec l'idée qu'en fait, les plateformes, elles n'ont pas envie que les gens aillent ailleurs que leur plateforme. Elles préfèrent qu'ils restent in situ sur le site de Facebook, sur le site d'Instagram, plutôt que d'aller cliquer pour aller sur le site du Diplôme, sur le site du Courrier de Genève, parce qu'en fait, ils se rémunèrent comme ça, puis il y a des gens sur leur plateforme, et donc ils préfèrent qu'on clique d'un profil à un autre à l'intérieur de Facebook, plutôt que d'aller à l'extérieur. Donc tu as des plateformes qui, carrément, comme Facebook, ont tout simplement interdit de mettre des liens hypertextes désormais, de mettre des liens extérieurs. Donc vous voyez, la plupart des journaux maintenant sont obligés de mettre les liens vers leur article en premier commentaire parce que c'est bloqué dans le commentaire principal. Et ça, effectivement, ça nous a porté préjudice, comme à tous les journaux. Je crois qu'en plus, tout ça est très opaque. Et en plus, change tout le temps les algorithmes des plateformes de réseaux sociaux. Il y avait Twitter qui avait sorti qui avait révélé son algorithme. Hop, j'en profite. Tu peux répondre. Hein. Oh, merci. Twitter avait révélé, je crois en 2023, son algorithme. Du coup, il y avait plein de mathématiciens qui s'étaient penchés dessus, qui avaient réussi à repérer très précisément quels étaient les avantages. Alors du coup, un compte qui avait liké, ça rapportait plus de points pour être remonté que d'avoir retweeté, commenté, rapporter des points. Mais si le commentaire était commenté par quelqu'un d'autre, ça rapportait encore plus de points, etc. Donc il y avait toute une tambouille comme ça pour réussir à déterminer quels étaient les critères favorisés pour les remontées algorithmiques. Mais une fois que les mathématiciens ont fait ça, ils ont changé directement du tout au tout leur algorithme. Et ils le font très régulièrement. Donc en fait, c'est une sorte un petit peu de course du chat et de la souris, où quand les éditeurs de presse finissent par comprendre un petit peu comment fonctionne l'algorithme change assez rapidement.
Et en plus, même si le truc est opaque, je crois qu'il y a eu pas mal de travaux aux États-Unis qui ont montré que les journaux de gauche avaient été particulièrement dévalorisés par l'algorithme, ou plus généralement les contenus qui font dissensus, qui sont susceptibles de créer, notamment sur Facebook et tout, Zuckerberg après Facebook, après les émeutes du Capitole en 2020, Facebook avait été accusé d'avoir favorisé le dissensus, d'avoir favorisé l'exacerbation des tensions et de la polarisation aux États-Unis, etc. Et donc à ce moment-là, avait adopté explicitement et ouvertement un petit peu un changement de logique, disant qu'effectivement ils allaient faire moins de remontées pour tout ce qui était information polémique, engagée, etc. et recentrer sur ce qui était le projet originel de la plateforme, qui était plutôt que les gens partagent leurs photos de chats et leurs photos de vacances, plutôt qu'ils s'informent sur des trucs de pensée critique. Et du coup, ils ont effectivement fait ce genre de choses. Et ça, donc, ça nous a pénalisé à la fois parce qu'on a un journal de l'écrit, donc ça nous aide pas, parce qu'on a un journal de gauche, ce qui nous aide pas non plus. Et je pense qu'un autre truc qui pénalisait un petit peu notre stratégie, qui reposait sur les archives payantes qu'on ouvrait au compte-gouttes, etc., c'est aussi la montée en puissance des nouvelles plateformes, au sens où Facebook et Twitter sont un peu... je ne dirais pas que c'est has-been, mais de fait, les jeunes créent de moins en moins de comptes sur Facebook ou sur Twitter. Moi, je fais souvent des conférences devant des lycées ou dans les facs et je demande aux gens qui est sur Facebook et sur Twitter. Je regarde les mains et qui est sur Instagram ou sur TikTok. Puis je regarde les mains qui se lèvent et désormais, il y a 6 fois plus de personnes qui sont, de mains qui se lèvent pour TikTok et Instagram que pour Facebook et Twitter parmi les générations les plus jeunes. Or, c'est effectivement, comme tu le soulignais, des plateformes qui sont beaucoup plus axées sur l'image, sur la vidéo, qui n'est pas du tout le cœur de métier du monde diplôme. Donc ça ne nous aide pas forcément. Pour le coup, on a commencé à s'adapter à Instagram en faisant des carousels là, où on met des extraits de nos articles, etc. Donc ça marche plutôt pas mal, à vrai dire, cette stratégie. Le truc, c'est que ça ne crée pas de trafic sur le site internet parce que TikTok n'est pas Instagram n'est pas conçu pour favoriser le clic pour aller naviguer sur d'autres sites, mais plutôt pour rester sur Instagram. Donc du coup, ça nous permet de faire connaître un certain nombre d'idées qu'on développe dans nos articles, le journal, mais par contre, en termes de entre guillemets rabattage sur le site internet, c'est assez mauvais. Et c'est un peu problématique à vrai dire, parce que c'est quand même un écosystème la presse où plus il y a de trafic sur un site internet, plus il y a des gens qui sont quand même susceptibles de s'abonner, qui voient les offres d'abonnement, qui voient les offres, les publications hors série qu'on met en avant sur notre site internet, etc. Et qui sont susceptibles de cliquer, d'aller sur notre boutique en ligne, de voir les différentes publications qu'on propose, etc. Donc c'est pas pleinement satisfaisant que les gens s'arrêtent à la vitrine Instagram. Ouais. Mais ça me fait penser à quelque chose qu'on fait face aussi, nous, à la même problématique, qui est que les abonnements traditionnels papier, c'est rod, et puis on a de la peine justement à aller chercher un nouveau lectorat, etc. Et forcément, c'est à une échelle beaucoup plus petite, mais je me demande finalement, est-ce que ce n'est pas la question de l'échelle qui est importante? Est-ce que vous, étant donné le bassin de lecteurs en France, il n'y a pas juste une telle masse à disposition que vous pouvez rester un peu hors du cadre du numérique, parce que beaucoup de choses que tu décris sont un peu à contre-courant. Vous investissez pas à 100% les plateformes, vous maintenez un travail un peu artisanal, chose que nous aussi on essaye de faire, mais on a beaucoup plus de mal à le mettre en avant. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est vraiment la spécificité du journal aussi qui fait que vous… Non, je pense que c'est ce que tu dis est en grande partie vrai. On a l'aspect, la taille du marché français, évidemment, un paramètre important pour expliquer le succès du Diplo, au sens où c'est quand même un journal, je n'irai pas jusqu'à dire de niche, mais un petit peu quand même, qui s'adresse, des gens qui aujourd'hui sont prêts à lire en version papier, parce que nous, les lecteurs, je pense que je ne sais pas quelle est la proportion au courrier, mais nous, au Diplo, on a encore 85% des gens qui lisent sous version papier et seulement 15% qui lisent en version numérique, avec un chiffre vraiment d'une grande stabilité depuis une dizaine d'années. On a
récemment lancé une application l'an dernier qui a un tout petit peu fait augmenter la proportion des abonnés au numérique. Avant, on n'avait même pas d'application jusqu'à novembre 2023. On vendait le PDF aux gens qui voulaient s'abonner en numérique. Donc à ce moment-là, ça faisait des petits chiffres. On disait c'est des petits chiffres parce qu'on vend le PDF, donc il ne faut pas s'étonner. Donc on a développé une application plus en bonne et due forme qui a eu quand même, on a eu je sais pas 2-3 000 personnes en plus qui se sont abonnées à l'édition numérique par rapport à l'année d'avant. Grâce au lancement de cette application, mais en termes de proportion, on reste sur du 80-20 ou du 85-15. Donc c'est pour ça qu'il y a un marché de niche au sens où les lecteurs du Diplo sont attachés à conserver un journal papier qu'ils reçoivent chez eux ou qu'ils vont acheter en kiosque plus que une application numérique. C'est aussi un journal de niche parce qu'effectivement on fait des articles longs sur des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Voilà, de temps en temps on fait un truc de 30 000 signes sur le Bangladesh ou sur le Sri Lanka. Eh bien, il y a peu de journaux qui font ça et dans la masse des lecteurs, c'est un petit pourcentage de gens qui sont susceptibles de s'intéresser aux informations internationales avec un point de vue critique sur des formats très longs. Et c'est sûr que si on était un petit pays avec un lectorat restreint, ce serait très difficile de faire vivre un journal comme le Diplo. J'avais une question sur l'intelligence artificielle. Peut-être qu'on y reviendra autant des questions parce que je vois l'heure qui file aussi. Je voulais t'en poser une dernière sur le rapport du Monde Diplo aux autres médias français. Les médias un peu traditionnels qui sont aujourd'hui dans les mains de justement ces milliardaires dont on parlait, mais aussi les nouveaux médias en ligne type hors-série, Thinkerview, qui sont des chaînes qui génèrent des millions de vues, et qui ont aussi un angle très critique. C'est des longs formats, des longues interviews qui, a priori, pourraient être rébarbatives, mais qui sont très suivies par la communauté de jeunes personnes, surtout sur ces plateformes. C'est quoi votre rapport à eux? Est-ce qu'il y a un effet un peu concurrentiel? Est-ce que vous êtes content de voir que ça émerge aussi, ce genre de choses? Nous, avec les rapports avec les autres médias, il y a effectivement deux types de médias. Dans les autres médias, il y a les grands médias, disons les médias dominants, appartenant à des grands groupes, etc., avec lesquels on a, j'ai envie de dire, pas tellement de rapports, si ce n'est que régulièrement on les critique pour leur couverture de différents sujets, le conflit israélo-palestinien, la place de la publicité dans leur journal. Enfin bref, on critique, il y a une grosse dimension de critique des médias au sein du Diplo, donc on n'a pas beaucoup de rapport avec eux, et puis du coup ils nous adorent pas forcément non plus, et quand ils peuvent essayer d'épingler le monde diplomatique pour quelque chose, de temps en temps ils essaient de nous rendre la monnaie de notre pièce. Mais bon, ça se passe très bien, ça ne pose pas de problème. Et ensuite, pour les médias indépendants qui ont foisonné ces derniers temps, j'ai envie de dire qu'on n'a pas beaucoup de rapports non plus, au sens où nous, on n'est pas tellement on ne les considère pas du tout comme des concurrents, parce qu'on n'est pas du tout sur le domaine de la vidéo ou du son à ce stade. On reste sur l'idée d'essayer de faire un journal de 28 pages écrit où on sélectionne des articles, où on les met dans un certain ordre pour essayer de hiérarchiser l'information, etc. Donc on ne s'est pas lancé sur ce genre de créneau. Du coup, je dirais qu'il y a... on ne s'est pas lancé notamment sur ce genre de créneau, notamment parce qu'on se dit que c'est quelque chose où on risquerait de faire la même chose que les autres en moins bien, au sens où là, en France, il y a énormément de structures qui se sont créées ces derniers temps sur le mode de l'interview long format avec des penseurs critiques. Donc quand vous sortez, vous êtes un penseur critique en France, puis vous sortez un bouquin de pensée critique sur n'importe quel sujet, vous êtes à peu près certain que vous allez être invité à l'émission à l'air libre de Mediapart, que vous allez pouvoir avoir une petite interview sur Blast, que vous allez avoir une interview sur la base si j'y suis, éventuellement sur Thinkerview, éventuellement, et puis sur hors-série, et puis vous pouvez faire la tournée comme ça des petits médias de gauche critiques qui interviewent des gens de gauche critique. Et d'une certaine manière, on pourrait ajouter le monde diplomatique à ça, et puis se retrouver nous aussi à faire des interviews, et puis... mais on a plutôt décidé de ne pas rentrer là-dedans pour ne pas faire la même chose que d'autres en moins bien. Et quand je dis en moins bien, c'est au sens où c'est des gens qui font ça depuis des années, qui sont spécifiquement axés là-dessus, avec des studios, des monteurs, des belles caméras, des locaux insonorisés, etc., etc. Nous, c'est pas du tout ça qu'on fait, donc on se retrouverait à faire un truc plus ou moins artisanal, avec le même type d'invités. Donc voilà. Écoute, merci pour cette intervention. Merci à toi. Merci.